Le 5 mai 2019, le vol 1492 d'Aeroflot devait relier l'aéroport Sheremetyevo à Moscou à l'aéroport de Mourmansk en Russie. Avec 73 passagers et 5 membres d'équipage à bord, les pilotes terminèrent leur vérification avant le vol et s'alignèrent sur la piste. À 18h03, ils décollèrent et commencèrent leur montée. Le trajet était un peu mouvementé, mais ils avaient déjà connu pire. 5 minutes plus tard, cependant, une détonation assourdissante secoua tout l'avion. Soudainement, l'appareil fut violemment secoué, la radio principale cessa de fonctionner et le pilote automatique devint inutilisable. Mais ce n'était pas grave. Les pilotes pensaient qu'il s'agissait d'une simple panne électrique mineure, rien de sérieux. Ce qu'ils ignoraient, en revanche, c'est qu'en moins de 30 minutes, la vie de chaque personne à bord serait en jeu. Pas seulement à cause de ce que les pilotes allaient faire, oh non, mais à cause des décisions dangereuses que les passagers allaient eux-mêmes prendre juste après. Ce jour fatidique, alors qu'ils s'alignaient sur la piste, le vol 1492 faisait face à d'immenses cumulonimbus, plus connus sous le nom de nuages d'orage. Bien que les avions de ligne soient conçus pour affronter des conditions météorologiques difficiles, les pilotes peuvent demander une assistance d'évitement des orages, une aide à la navigation fournie par les contrôleurs aériens pour contourner les pires turbulences et les perturbations électriques causées par la foudre. Mais le vol 1492 n'en fit pas la demande et décolla avec l'intention de s'éloigner de l'orage une fois en l'air. Alors qu'il atteignit environ 2700 mètres d'altitude, la foudre frappa l'avion. Le capteur d'angle d'attaque droit, le détecteur de givre droit, la sonde de température ainsi que les parties supérieures du fuselage furent endommagées. La radio et le pilote automatique cessèrent inégalement totalement de fonctionner. L'énorme craquement de la foudre secoua l'appareil et les passagers s'agrippèrent à leur siège, terrorisés. Mais heureusement, l'avion était toujours en vol. Sans perdre une seconde, le commandant activa la radio secondaire, rétablit le contact avec le contrôleur aérien de Sheremetyevo et, en pilotage manuel, entama son retour vers l'aéroport. En revenant, l'avion dépassa son axe d'approche initial et dut effectuer un virage complet pour recommencer son approche. Alors qu'il descendait vers la piste 24L, les pilotes vérifièrent que tous les réglages étaient corrects. Tout semblait sous contrôle, mais soudainement, alors qu'ils atteignaient environ 300 mètres d'altitude, une alarme retentit. Remise des gaz, cisaillement de vent de face. Un cisaillement de vent est un changement soudain de vitesse ou de direction du vent, et lorsqu'il est important, il peut rendre un atterrissage extrêmement difficile, voire impossible. L'alarme retentit 5 fois dans le cockpit du vol 1492, mais pour une raison inconnue, l'équipage ne la reconnut jamais et poursuivit sa descente. Lorsque l'avion atteignit environ 55 mètres d'altitude, une autre alarme se déclencha. Plan de descente. Cette alarme, qui fait partie du système d'alerte d'évitement du relief, indiquait qu'une déviation excessive sous la trajectoire d'atterrissage prévue. En d'autres termes, le nez de l'avion était trop orienté vers le bas. Pour atterrir, même avec un fort vent de travers comme celui-ci, un avion cherche à poser son train principal en premier avant d'abaisser le train avant afin d'éviter les rebonds. Le commandant tenta de relever le nez de l'appareil en augmentant sa vitesse de 315 km/h, soit environ 28 km/h au-dessus de la limite recommandée. Mais le nez ne se releva pas à temps. À 18h30, l'avion toucha lourdement la piste sur ses 3 trains d'atterrissage, environ 900 mètres après le seuil de la piste à une vitesse de 293 km/h. L'appareil rebondit jusqu'à environ 1,8 mètre de hauteur, puis 2 secondes plus tard, après l'échec de l'activation des inverseurs de poussée, il retoucha le sol et rebondit cette fois jusqu'à environ 5,5 mètres. Les passagers avaient toujours leur ceinture attachée, mais ils étaient projetés dans tous les sens comme des poupées de chiffon. Pris de panique, le commandant actionna les moteurs et tenta de redécoller pour sauver la situation. Mais il était déjà trop tard. L'appareil heurta la piste une 3e et dernière fois à environ 259 km/h. C'était le dernier impact massif qui fit s'effondrer le train d'atterrissage, perçant l'aile et les réservoirs de carburant qu'elle contenait. Le carburant qui s'échappait enflamma rapidement l'arrière de l'avion, qui glissa sur la piste en laissant derrière lui un immense panache de fumée et de flammes. Finalement, il s'immobilisa entre 2 voies de circulation, complètement englouti par le feu. La propagation de l'incendie était si rapide que les passagers et l'équipage n'avaient pratiquement aucun temps pour réagir. Une épaisse fumée noire remplissait la cabine à une vitesse alarmante et l'équipage déclencha l'évacuation dès qu'il le put, 3 secondes avant même l'ordre officiel. Ils ordonnèrent à tout le monde de laisser leurs bagages et d'évacuer immédiatement. Un membre d'équipage ouvrit de force la porte avant droite et déclencha le toboggan d'évacuation gonflable, seulement 8 secondes après l'arrêt complet de l'appareil. Le premier passager l'emprunta à peine 17 secondes plus tard. Un flot continu de passagers évacua l'avion en flammes,
tandis que le copilote quittait le cockpit par la fenêtre à l'aide d'une corde. Après 70 secondes, le dernier passager encore vivant à sortir glissa à son tour le long du toboggan. Mais alors que tout le monde courait vers la sécurité, un détail devint évident. Les passagers ne s'étaient pas contentés de sauver leur vie. Beaucoup avaient aussi emporté leur bagage cabine. On voyait même des valises à roulettes descendre le toboggan. Incroyablement, alors que certains passagers progressaient à quatre pattes dans l'allée pour éviter la fumée provenant de l'arrière de l'appareil et tentaient désespérément de survivre, d'autres avaient trouvé le temps de bloquer les passages pour récupérer leurs affaires dans les compartiments supérieurs avant de quitter l'avion en flammes. Cela a sans aucun doute coûté aux passagers et aux membres d'équipage situés plus à l'arrière les précieuses secondes dont ils avaient besoin pour s'échapper. Ce qui rend la situation encore plus tragique quand on apprend que seulement 37 des 78 passagers à bord ont survécu. Les experts ont affirmé que les passagers et l'équipage situé à l'arrière de l'appareil avaient très peu de chances de survie une fois l'incendie déclaré. Pourtant, ces chances auraient peut-être été plus élevées si certains passagers avaient pensé à autre chose qu'à leur bagage. Aussi scandaleux que soit cet incident, il est loin d'être isolé. Bien au contraire, cela arrive tout le temps. En 2015, le vol 2277 de British Airways subit une panne moteur catastrophique et prit feu sur la piste de Las Vegas. Bien que les 157 passagers et 13 membres d'équipage aient pu être évacués en urgence, presque toutes les personnes visibles sur le tarmac transportaient leurs bagages, y compris des valises à roulettes. Et si ces bagages avaient percé le toboggan gonflable ou fait trébucher leur propriétaire dans l'allée? En voyant les images en ligne, les hôtesses et stewards du monde entier qualifièrent les actions des passagers d'égoïstes et de pathétiques. Et je suis assez tenté d'être d'accord avec eux. Mais accordons-leur le bénéfice du doute pendant un instant. Et s'ils n'avaient tout simplement pas entendu l'ordre de laisser leurs bagages? Perso, j'ai un peu de mal à y croire quand on voit ce qui s'est passé à bord du vol 1658 de United Airlines. Lorsque l'avion atterrit à Denver dans le Colorado, les signalements de fumée d'incendie sous l'appareil déclenchèrent une évacuation. Ces personnes n'avaient aucune idée de la gravité réelle de l'incendie, et pourtant elles faisaient toujours passer leurs biens avant leur propre sécurité. Heureusement, il ne s'agissait que d'un petit feu et les 157 passagers purent évacuer sans problème. Mais qu'en est-il lors d'un véritable atterrissage d'urgence? Le vol 1492 était sûrement une exception. Les gens ne privilégient quand même pas leurs bagages lorsqu'ils savent qu'ils sont en danger de mort immédiat, non? Eh bien, les passagers du vol 521 d'Emirates ont prouvé le contraire. Comme pour le vol 1492 d'Aeroflot, le 3 août 2016, le vol 521 atterrissait à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, avec 282 passagers et 18 membres d'équipage à bord. Un important cisaillement de vent provoqua de graves complications qui firent rebondir l'avion avant qu'il ne percute la piste et ne dérape. Malgré l'ordre d'évacuation, voici ce que les passagers firent ensuite. Des gens bloquaient les allées et se précipitaient vers les compartiments à bagages au lieu de sortir eux-mêmes, leurs enfants et leurs familles de cet enfer. Par un véritable miracle, malgré ce comportement incroyablement égoïste, tout le monde survécut avec seulement quelques blessures mineures signalées. Et c'était vraiment moins une. 9 minutes seulement après l'arrêt complet de l'appareil, alors que seul le pilote et le copilote étaient encore à bord pour vérifier que tous les passagers avaient évacué, les flammes atteignirent le réservoir central de carburant et l'avion explosa. Le pilote et le copilote survécurent eux aussi, mais ils sont passés à deux doigts de ne pas y arriver. Alors oui, en cas de crash ou d'évacuation d'urgence, les passagers ne devraient jamais faire passer leurs bagages avant leur vie. On ne sait jamais à quelle vitesse un incendie peut se propager, s'il y a même un incendie à bord ou si une explosion est imminente. Alors si tu te retrouves un jour dans cette situation, souviens-toi que ton bagage cabine peut toujours être remplacé, mais pas ta vie, ni celle des personnes coincées derrière toi. Laisse tomber ton sac, Karen, ok ? À l'heure actuelle, il n'existe aucune loi interdisant de récupérer son bagage lors d'une évacuation d'urgence, mais peut-être que s'il y en avait une, les gens seraient moins enclins à le faire. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Si tu soutenais une telle loi, lâche un like. Mais si tu trouves que ça va trop loin, alors abonne-toi. Bon, mettons ce débat de côté un instant et découvrons encore d'autres choses que les passagers, et même les pilotes, ne devraient absolument jamais faire dans un avion. Ne donne jamais de coups dans les hublots en plein vol. On pourrait croire que toute personne ayant suffisamment de neurones pour acheter un billet d'avion sait qu'il ne faut pas essayer d'endommager l'appareil avec lequel elle voyage.
Et pourtant, le 14 septembre 2022, l'équipage du vol 283 du Pakistan International Airlines ont dû maîtriser un homme qui tentait de donner des coups de pied dans les hublots de l'avion, alors qu'il était en plein vol. At the time of departure from Peshawar, he was fine. I have a video. He was fine. Right after the takeoff, he acted like this. You see? Don't do this. Le même passager avait déjà causé plusieurs incidents en s'allongeant dans l'allée pour prier en suppliant l'équipage de le laisser descendre de l'avion alors que l'avion volait à près de 11 000 mètres d'altitude, avant qu'on lui demande puis qu'on le force à retourner sur son siège. Même si cela le relevait davantage de la nuisance que du véritable danger, les coups de pied dans les hublots étaient eux extrêmement risqués. Les hublots des avions sont spécialement conçus pour résister à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'appareil, où au-delà d'environ 3000 mètres d'altitude, l'air devient beaucoup plus rare. Les hublots modernes sont généralement composés de deux vitres, dont la vitre intérieure est fabriquée en acrylique étiré d'environ 9,5 mm d'épaisseur. Ces vitres peuvent résister à près de 2220 kg de pression, tandis qu'un coup de pied humain ne développe qu'environ 450 kg de force. Autant dire qu'un seul coup de pied a très peu de chances de briser le hublot. En revanche, des coups répétés pourraient théoriquement y parvenir. Et c'est là que les ennuis commencent. En raison de cette différence de pression, si un hublot venait à se briser, l'air à l'intérieur de l'appareil s'échapperait à une vitesse incroyable pour équilibrer la pression intérieure et extérieure. Toute personne trop proche du hublot pourrait être aspirée par ce puissant courant d'air. Ça déclencherait également la chute automatique des masques à oxygène afin que les passagers puissent continuer à respirer dans cet environnement désormais beaucoup plus pauvre en oxygène. Bref, essayer de casser un hublot en plein vol est une idée incroyablement stupide. Heureusement, une fois l'avion posé, cet agaçant passager a été remis aux forces de l'ordre, avant d'être expulsé et banni définitivement de la compagnie aérienne. Une sanction qui l'a définitivement remis sur terre, si tu veux mon avis. N'ignore jamais les consignes de sécurité. Au début de chaque vol commercial, tout le monde assiste au même briefing de sécurité présenté par des membres d'équipage qui vont répéter ces gestes des milliers de fois. Ouais, ça peut sembler ennuyeux, et les hôtesses et stewards en ont probablement encore plus marre que toi. Mais il est essentiel d'y prêter attention, sinon tu pourrais commettre une erreur qui coûterait littéralement des vies, ou si tu as de la chance, finir ridiculisé sur les réseaux sociaux, comme les passagers du vol 1380 de Southwest Airlines. Le 17 avril 2018, ce vol reliant New York à Dallas subit une panne du moteur gauche. Des morceaux du capot moteur se détachèrent et brisèrent l'un des hublots, provoquant une décompression explosive. Tu te souviens du scénario du hublot cassé dont on vient de parler ? Eh bien voilà, mais cette fois c'était réel. L'oxygène fut immédiatement aspiré hors de l'avion, entraînant partiellement, puis mortellement, une passagère à travers le hublot, tout en rendant la respiration difficile pour les autres occupants et les exposant à l'hypoxie. Les masques à oxygène tombèrent alors automatiquement du plafond pour compenser, sauf que certains passagers, visiblement peu attentifs aux consignes de sécurité, furent photographiés à l'intérieur de l'avion en portant leur masque comme ceci. Sérieusement, c'est pourtant écrit directement sur le sac qu'il faut placer le masque sur la bouche et le nez. Pourquoi ? Parce qu'il est conçu pour former un joint étanche autour du visage. Respirer par le nez aide à rester calme, mais si tu prends de grandes inspirations d'un air qui n'existe plus, autant ne pas porter le masque du tout. Même si les passagers ont été largement moqués sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'avion a réussi à atterrir sans faire d'autres victimes. Certains ont néanmoins pris leur défense, affirmant que ces masques semblaient inconfortables. Franchement, selon toi, qu'est-ce qui est le plus inconfortable ? Porter un masque en plastique ou mourir d'hypoxie ? Non, ne recommence pas à écrire dans les commentaires. Mince, c'était une question rhétorique. Ne gonfle jamais ton gilet de sauvetage trop tôt. Bon, j'ai une question de survie pour toi. T'es prêt ? Ok. Ton avion est contraint d'effectuer un amérissage d'urgence. Tu portes déjà ton gilet de sauvetage, tu te lèves de ton siège et soudainement, tu vois l'eau envahir la cabine. À quel moment dois-tu gonfler ton gilet ? Réponse A, immédiatement. Réponse B, quand l'eau t'arrive à la taille. Réponse C, une fois sorti de l'avion. Les habitués des vols connaissent probablement déjà la réponse, mais ceux qui ont peur de mouiller leur coiffure ont sans doute choisi la réponse A ou B. Et la bonne réponse est toujours C. Si tu gonfles ton gilet avant l'atterrissage ou lorsque tu es encore dans l'avion, et que celui-ci finit sous l'eau, ton gilet remontera avec l'eau qui envahit la cabine, ce qui rendra ta sortie encore plus difficile. Et c'est exactement ce qui s'est produit en 1996 lors du détournement du vol 961 d'Ethiopian Airlines. L'avion s'est écrasé en mer, mais de nombreux passagers ont gonflé leur gilet prématurément à l'intérieur de la cabine. Résultat, beaucoup sont restés piégés dans l'appareil qui coulait. Sur les 163 personnes à bord, seules 44 ont survécu.
Donc, pour pouvoir t'échapper, même si l'eau t'arrive à la taille et menace de ruiner ta coiffure, tu dois attendre avant de gonfler ton gilet, ok? Ne prends jamais un faux animal d'assistance à bord. Le 22 juillet 2019, les passagers ainsi qu'un chien de soutien émotionnel embarquèrent à bord du vol 3306 d'American Airlines. Alors qu'une hôtesse se penchait au-dessus des sièges pour remettre le sac vomitoire à un passager, le prétendu chien d'assistance bondit soudainement en avant. Il mordit l'hôtesse à la main qui dut ensuite recevoir 5 points de suture. Moins de 2 ans auparavant, une scène similaire s'était produite sur le vol 1430 de Delta Airlines, cette fois pendant le décollage. Un chien de soutien émotionnel agité était assis entre son propriétaire et un autre passager lorsqu'il se mit soudainement, sans la moindre provocation, à mordre à plusieurs reprises le visage de ce dernier. Comment une telle chose a-t-il pu arriver non pas une, mais 2 fois? Eh bien, à la fin des années 2010, les animaux de soutien émotionnel étaient monnaie courante sur les vols du monde entier, particulièrement aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus rares aujourd'hui, mais les passagers pouvaient voyager avec eux en cabine. Éviter les frais pouvait atteindre près de 900 € pour les faire voyager en soute, et à l'époque, il existait très peu de restrictions concernant les espèces autorisées à bord. La seule règle réellement appliquée était l'obligation de fournir une lettre rédigée par un professionnel de santé mentale attestant que l'animal était bien un véritable animal de soutien émotionnel. Les règlements des compagnies précisaient également que ces animaux devaient être capables d'obéir aux consignes de leurs propriétaires. Le problème, c'est que ces attestations étaient extrêmement faciles à obtenir. Grâce à des formulaires en ligne remplissables en quelques minutes, pratiquement n'importe qui pouvait prétendre que son animal de compagnie était un animal de soutien émotionnel afin d'éviter les frais de transport. Mais un avion est un environnement stressant, même pour les animaux les plus calmes, surtout lorsqu'ils n'ont jamais été spécialement entraînés à gérer ce type de situation. Résultat, une véritable explosion du nombre de faux animaux de soutien émotionnel mal élevés à bord des avions, parfois avec des conséquences graves comme l'a démontré Hannibal Lecter version chien. Depuis, les compagnies aériennes ont considérablement renforcé leurs règles concernant les animaux de soutien émotionnel. Elles limitent davantage les espèces autorisées à voyager et se réservent le droit de refuser certaines demandes. Alors même s'il peut être tentant d'emmener Médor gratuitement en vacances avec toute la famille, ne le fais pas. À moins que tu n'aies envie de le voir dévorer le visage d'un autre passager comme s'il s'agissait d'une tranche de mortadelle. N'ouvre jamais la porte du cockpit. Le 13 février 2022, le vol 1775 d'American Airlines reliait Los Angeles à Washington DC lorsqu'un événement soudain donna l'impression aux passagers que l'avion était en chute libre. Pris de panique, ils assistèrent à une descente extrêmement rapide avant que l'appareil n'atterrisse à l'aéroport de Kansas City. Les forces de l'ordre furent appelées à bord et lorsqu'elles arrivèrent, elles découvrirent une scène assez incroyable. Plusieurs passagers et membres d'équipage maintenaient un seul passager au sol, l'attachant avec tout ce qu'ils trouvaient sous la main, y compris une cafetière. Mais qu'avait-il bien pu faire? Selon les témoignages et les retranscriptions des échanges du cockpit, le passager était devenu paranoïaque et extrêmement agité avant de tenter d'entrer dans le cockpit. Or, pendant le vol, les portes du cockpit restent généralement verrouillées avec au moins 2 pilotes à l'intérieur afin d'empêcher toute tentative de détournement. Essayer délibérément d'ouvrir cette porte peut entraîner des poursuites pour entrave au travail de l'équipage, une infraction passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Alors, au lieu d'essayer toutes les portes que tu croises, demande peut-être simplement à un membre d'équipage où se trouvent les chiottes la prochaine fois, non? N'utilise jamais de formulation non standard. Bon, il n'y a pas que les passagers qui mettent les autres voyageurs en danger. Les commandants de bord, les pilotes et même les contrôleurs aériens portent eux aussi leur part de responsabilité. Mais aucun événement n'est sans doute aussi terrifiant que ce qu'on appelle aujourd'hui simplement la catastrophe aérienne de Tenerife. Le 27 mars 1977, le vol 4805 de KLM s'alignait sur la piste pour décoller. Une alerte à la bombe à l'aéroport de Grande Canarie avait détourné un grand nombre d'avions vers le bien plus petit aéroport de Los Rodeos, qui n'était absolument pas équipé pour gérer un tel flux de trafic. Pour aggraver encore la situation, un épais brouillard recouvrait la zone et réduisait la visibilité à environ 100 mètres. Le vol 4805, un Boeing 747, mit les gaz et entama sa procédure de décollage lorsque le copilote remarqua qu'il n'avait toujours pas reçu l'autorisation officielle de décoller. Il contacta alors le contrôleur aérien par radio et déclara « Nous sommes maintenant au décollage, nous y allons ». Une formulation non standard à laquelle le contrôleur répondit simplement « OK ». Une autre formulation non standard. Le problème, c'est que ce OK était terriblement ambigu et ne confirmait pas clairement que le contrôleur avait compris l'intention du copilote. Car ce que le copilote avait compris lui, c'est que l'avion était en posture de décollage, pas qu'il était déjà lancé sur la piste. Il ajouta ensuite « Attendez l'autorisation de décoller, je vous appellerai », prouvant qu'il n'avait en réalité jamais donné l'autorisation. Et c'était un énorme problème.
Car sur cette même piste où le vol 4805 fonçait désormais à pleine vitesse dans une visibilité quasi nulle, se trouvait encore le vol 1736 de Pan Am, un autre Boeing 747 qui venait tout juste d'atterrir. À cause du brouillard, les deux avions étaient incapables de se voir. Aucun des deux n'était visible depuis la tour de contrôle et l'aéroport ne disposait pas de radar au sol. En clair, personne ne savait ce qui allait se produire avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque l'équipage du vol 4805 aperçut enfin le vol 1736 encore sur la piste, il roulait déjà environ 257 km/h, bien trop vite pour pouvoir s'arrêter. Les pilotes tentèrent désespérément de faire cabrer l'avion afin de décoller par-dessus l'autre appareil. Lorsque le Boeing quitta le sol, son train avant passa au-dessus de l'autre avion, mais les moteurs gauche, le bas du fuselage et le train principal percutèrent la partie supérieure droite du vol 1736, le déchirant littéralement en deux. Des débris furent aspirés dans le moteur gauche du vol 4805 et bien qu'il soit brièvement resté au sol, l'avion décrocha, s'inclina puis s'écrasa au sol. Ces moteurs droits traversèrent le même pont supérieur du vol 1736, juste derrière le cockpit. Les deux avions furent entièrement détruits et, sur les 644 personnes présentes à bord des deux appareils, seules 61 survécurent, soit moins de 10%. Cette tragédie entraîna d'importantes réformes concernant l'utilisation d'une phraséologie standardisée dans les communications radio. Désormais, des mots comme décollage ne sont utilisés que lorsque l'autorisation de décoller est effectivement accordée ou annulée. Tout à coup, entendre les pilotes répéter les instructions mot pour mot et demander constamment des confirmations paraît beaucoup moins obsessionnel et davantage vital. Ne laisse jamais des enfants piloter l'avion. La plupart d'entre vous êtes probablement trop jeunes pour vous en souvenir, mais dans les années 90, il était assez courant que des enfants soient invités à visiter le cockpit, parfois même pendant les décollages ou les atterrissages. C'est devenu beaucoup plus rare après les attentats du 11 septembre et les mesures de sécurité supplémentaires qui ont suivi. Mais il existe aussi un autre vol qui a définitivement poussé de nombreux commandants à réfléchir à deux fois avant de laisser un enfant entrer dans le cockpit, le vol 593 d'Aeroflot. Le 23 mars 1994, cet Airbus, reliant Moscou à Hong Kong, avec 63 passagers et 12 membres d'équipage à bord, décolla sans le moindre problème. Aux côtés du pilote et du copilote se trouvait un troisième pilote de relève, prêt à prendre les commandes si nécessaire pendant ce long trajet. Et avec lui voyageaient ses deux enfants qui effectuaient leur tout premier vol international, une fille de 12 ans et un garçon de 16 ans. Tous se trouvaient à haut dans le cockpit lorsque le pilote automatique était activé, mais contrairement au règlement, le pilote de relève autorisa ses enfants à s'installer aux commandes. Sa fille prit place dans le siège du pilote à gauche et il modifia légèrement le cap du pilote automatique afin que les mouvements du manche produisent une réaction, lui donnant ainsi l'impression qu'elle pilotait réellement l'avion. Puis ce fut au tour de son fils de s'installer dans le siège du pilote. Mais celui-ci exerça une pression si importante sur le manche qu'il contredit le pilote automatique pendant 30 secondes. Cela poussa l'ordinateur de bord à transférer les ailerons, les volets situés sur les ailes, en commande manuelle. À ce moment-là, le jeune garçon pilotait réellement l'avion. Un discret voyant lumineux s'alluma pour avertir les pilotes de ce changement. Cependant, aucun des pilotes présents à bord n'était vraiment familier avec ce modèle d'avion. Ils volaient auparavant sur des appareils soviétiques qui émettaient une alerte sonore lors d'une désactivation partielle du pilote automatique. Horriblement, ils ne remarquèrent donc pas l'avertissement. Ce n'est que lorsque le garçon signala que l'avion s'inclinait vers la droite que les pilotes comprirent que quelque chose n'allait pas. Pensant toujours que le pilote automatique était actif, ils restèrent figés pendant 9 secondes, tandis que l'inclinaison passait de 45 à 90 degrés, bien au-delà des limites prévues par la conception de l'appareil. L'avion commença alors à perdre rapidement de l'altitude. Le pilote automatique, incapable de corriger la situation avec des ailerons désormais manuels, tenta de relever le nez de l'appareil, ce qui provoqua un décrochage et transforma la descente en véritable piqué. Soumis à d'importantes forces G, les pilotes tentèrent désespérément de reprendre le contrôle. Ce n'est qu'au moment où le pilote automatique se désengagea complètement qu'ils réalisèrent enfin le problème. Le pilote put alors récupérer sa place et redresser l'avion. Sauf qu'il corrigea excessivement la trajectoire en voyant l'appareil dans une montée presque verticale, ce qui provoqua un nouveau décrochage et le fit partir en vrille. Finalement, les pilotes réussirent à remettre les ailes à plat et à reprendre le contrôle. Mais il était déjà trop tard, ils avaient perdu trop d'altitude et l'avion percuta le sol à environ 259 km/h. Il n'y eut aucun survivant. Inutile de préciser qu'une telle catastrophe n'aurait jamais dû se produire et que les règles stipulant que seuls les pilotes qualifiés peuvent manipuler les commandes d'un avion en vol auraient dû être respectées. Heureusement, depuis cet accident, de nombreuses compagnies aériennes ont renforcé leurs procédures afin qu'un niveau de négligence aussi hallucinant ne puisse plus jamais se reproduire. Au moins, quelque chose de positif est ressorti de cette tragédie.
Aussi terrifiante que soient ces histoires, est-ce que toi aussi tu as déjà vécu un problème lié à un passager en plein vol? Raconte-moi ça dans les commentaires et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.